Bienvenue, merci. Merci de la confiance. Nous sommes en direct de Kinshasa avec un moment glamour, avec de la grande marque du champagne. Aujourd'hui, nous allons détendre l'atmosphère parce qu'effectivement, dans la vie, il faut boire, fêter et passer des bons moments, mais avec des boissons exceptionnelles. Nous avons la chance d'avoir ici l'ambassadeur international de Moët et Chandon. En visite en Afrique et principalement en RDC, voici l'ambassadeur Charles de Monteves qui doit nous rejoindre sur le plateau. Monsieur l'ambassadeur, venez. Bonjour. Merci pour votre accueil. Bienvenue à Kinshasa. Oui, merci beaucoup. Un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Télé 50. Je suis absolument ravi. Parce que vous savez qu'ici au Congo, on adore le champagne. Mais je m'en suis rendu compte et c'est d'ailleurs la raison de ma présence aujourd'hui parmi vous. Et vous avez la chance d'avoir ce fauteuil qui est prisé par les ministres, les députés, les grandes personnalités comme vous. Écoute, et lorsque j'ai lu Charles de Monteves, ça sonne la noblesse. Eh oui, là je ne peux pas renier mes origines, mais absolument. Tout à fait. Installez-vous. Merci beaucoup. Nous avons la chance effectivement de vous avoir parce que le champagne, c'est notre boisson de fête, de prédilection. On adore ici en Afrique et principalement en RDC tout ce qui est luxe et volupté. Absolument, et c'est vraiment la raison principale de ma venue ici à Kinshasa. Quand je vois l'engouement, quand je vois l'affinité qu'il y a entre les personnes qui habitent Kinshasa, qui habitent la République démocratique du Congo, avec cette idée du savoir-vivre quelque part à la française et cette idée de la consommation de Moët et Chandon un peu à tout instant de la journée, eh bien je me dis qu'il faut absolument que je comprenne davantage ce qu'il se passe. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici en Afrique? C'est la première fois. Oh. C'est la première fois. J'ai atterri à Kinshasa hier soir. Oui. Et je dois reconnaître que mes premiers pas dans votre merveilleuse ville sont absolument fantastiques, mais j'ai hâte de découvrir davantage et je suis déjà complètement sous le charme. Est-ce que vous savez que vous êtes suivi en ce moment par des millions de Congolais, Télé 50 étant la chaîne la plus suivie ici, qui découvrent que cette grande marque, Moët et Chandon, a un ambassadeur. D'abord, pourquoi on vous appelle ambassadeur? Alors écoutez, probablement parce que je parle bien de la fameuse marque. Oui. C'est voilà. En fait, je suis passionné par cette maison de champagne qu'est Moët et Chandon, qui a une histoire absolument extraordinaire. Et j'aime partager, je dirais, cette passion avec les amateurs de champagne. Et j'espère que je réussirai à transmettre ce virus à votre C'est-à-dire audience. transmis. Parlons un tout petit peu de cette marque de champagne, parce que quand vous vous déplacez de France pour venir ici, c'est pour promouvoir, n'est-ce pas? Tout à fait. Cette marque. Mais pourquoi vous avez décidé d'abord de venir? Alors, j'ai décidé de venir pour comprendre ce qui se passait à Kinshasa. Oui. En fait, la République démocratique du Congo, comme le Congo, je dirais plus largement, et comme l'Afrique, en tout cas certains pays d'Afrique, nous voyons une émergence... En termes de consommation. En parlant de consommation, mais également au-delà de la consommation, du fait d'aimer cette célébration, ce partage d'événements merveilleux, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient un peu plus larges. Mais cette idée de partager des moments de fête, de célébration, cela se trouve dans l'ADN de Moët et Chandon. Et je vous en... Alors, parle-moi un tout petit peu de l'histoire de Moët et Chandon. Moët et Chandon. Moët et Chandon, c'est une saga, c'est une histoire depuis incroyable. 1743. Exactement. En 1743, nous avons un bonhomme extraordinaire qui s'appelle Claude Moët et qui décide de créer sa maison de champagne à Épernay. Okay. À cette époque-là, c'est un challenge fantastique. Et Claude Moët a deux objectifs. Le premier, c'est de créer l'un des champagnes, sinon le champagne le plus délicieux au monde. Et il va prendre grand soin
d'acquérir les meilleures grappes et d'acheter des terrains qui permettent de produire les meilleures grappes en Champagne. Et aujourd'hui, nous sommes encore propriétaires de ces vignobles. Donc vous êtes propriétaire de ces vignobles qui produisent du champagne? On est propriétaire en partie des vignobles qui produisent Moët et Chandon. Nous sommes en fait même le plus grand propriétaire de vignobles en Champagne. Le surnom de Moët et Chandon en Champagne, c'est d'ailleurs la grande maison. Et la grande maison, pourquoi? Parce que d'abord, Moët et Chandon est numéro 1 dans le monde. On ouvre une bouteille de champagne chaque seconde, quelque part dans le monde. Chaque seconde, nous célébrons quelque part dans le monde un événement merveilleux. Alors dites-moi, je joue un peu l'apprenti de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui. Pourquoi on appelle d'abord ça champagne, cette boisson? Champagne, c'est un vin pétillant, un vin mousseux qui est élaboré dans la région de Champagne. La région de Champagne, elle se trouve en gros à 1h30 à l'est de Paris, en France. Elle représente environ 35 000 hectares de vignobles. Et donc c'est une appellation, c'est une zone d'appellation contrôlée. D'origine contrôlée. D'origine contrôlée, tout à fait, avec des règles très strictes. Notamment en Champagne, nous n'élaborons nos champagnes qu'avec 3 cépages, le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. Nous avons un certain nombre de règles qui font que, effectivement, pour élaborer une bouteille de champagne, eh bien, il faut se trouver en Champagne avec des raisins produits dans la zone d'appellation. Et Moët et Chandon, donc, fait partie de ces maisons de champagne implantées. Maintenant, on est vraiment apaisantis par rapport à ça. Je veux qu'on regarde une petite vidéo. Très bien. Qui va permettre à ce que les gens suivent un tout petit peu. Voilà, un peu de son. Et on va écouter. Benoît Douai, c'est notre chef de cave. Moët Impérial a été créé en 1869. En mémoire de l'amitié entre Napoléon et Jean-Rémy Moët, qui est vraiment celui qui a établi les bases de la maison et du style Moët et Chandon. C'est certainement la cuvée qui intègre le plus de nuances, c'est pour ça que j'aime parler de fausse simplicité. C'est de la haute couture, non seulement dans la qualité des vins qui sont impliqués, mais dans le travail d'assemblage. Dans chaque cuvée de Moët Impérial, il y a entre 100 et 150 vins de base qui sont impliqués. Cet équilibre, c'est pas une recette. On réinvente tous les ans Moët Impérial. C'est certainement la cuvée qui exprime le plus harmonieusement le style Moët et Chandon. Cette idée d'un fruité éclatant, d'une bouche savoureuse et d'une maturité élégante. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Et les vignobles que nous avons vus ensemble sur cette vidéo... À perte de vue. À perte de vue, sont en partie des vignobles qui, aujourd'hui encore, appartiennent à Moët et Chandon. Ces vignobles sont achetés au début de la saga Moët et Chandon par Claude Moët, qui sera ensuite suivi par tous ses successeurs. Aujourd'hui, le vignoble de Moët et Chandon représente plus de 1200 hectares, ce qui fait que Moët et Chandon, en plus d'être de très loin la plus grande maison de champagne qui existe, en termes de production, de bouteilles, Moët et Chandon est également le premier vigneron en matière de superficie de vignoble. Ce qui rend la maison Moët et Chandon assez unique. Dites-moi, qu'est-ce qui fait l'exception de Moët et Chandon? On a l'impression qu'on n'a jamais égalé à travers le monde la qualité, la noblesse, les côtés VIP des Moët et Chandon. Qu'est-ce qui explique ce secret? Je pense qu'il y a au moins 2 dimensions. Il y a d'abord l'histoire de Moët et Chandon qui s'appuie sur des personnalités très fortes. Je vous parlais de Claude Moët qui, dès le début de cette histoire incroyable de Moët et Chandon, donc au début la marque s'appelle Moët et non pas Moët et Chandon, et Claude Moët a cette idée géniale d'être un peu un marketing avant l'heure. Il va introduire son champagne à la cour du roi, Louis XV, en faisant en sorte notamment que la confidente du roi,
la fameuse marquise de Pompadour, Oui. devienne complètement ambassadeur, elle aussi, du champagne mouette. On a d'ailleurs des traces qui montrent que la fameuse marquise de Pompadour a passé commande de 300 bouteilles de mouette, ce qui, à l'époque, était une commande absolument incroyable. Et évidemment, la cour du roi est une caisse de résonance fantastique pour l'époque. Et toutes les cours européennes viennent déjeuner ou dîner et déguster le fameux champagne mouette, ce qui donne à Mouette un élan incroyable. Son petit-fils, le petit-fils de Claude Mouette, qui s'appelle Jean-Rémy Mouette, hasard incroyable de l'histoire, est également un copain d'enfance de Napoléon Ier. Et donc, c'est d'ailleurs pour cela que l'une de nos cuvées, que l'on a vue dans le film à l'instant, s'appelle Mouette impériale. D'où le nom impérial. Exactement. L'empereur Napoléon, exactement. Bonaparte, qui est donc accueilli à de nombreuses reprises à Épernay par Jean-Rémy Mouette et qui va donc à nouveau aider notre champagne mouette à être de plus en plus connu à l'international. Je parlerai d'une troisième personnalité. En fait, tout d'abord, une petite anecdote. Jean-Rémy Mouette a 2 enfants, sa fille Adélaïde et son fils Victor. Il se rend compte que le jeune mari d'Adélaïde, qui s'appelle Paul-Gabriel Chandon, a en fait toute la personnalité voulue pour continuer de faire vivre cette belle maison génération après génération. Alors qu'en revanche, Victor est un homme de relations publiques, mais il n'a pas forcément la poigne nécessaire. La dimension marketing. Voilà, il est plus... voilà. Et donc, il va réussir à convaincre son gendre, Paul-Gabriel Chandon, et son fils, Victor, de travailler main dans la main pour continuer de construire. D'où le mariage Mouette et Chandon. Il va donner la moitié des parts à son fils, Victor, l'autre moitié à son gendre, et donc Mouette devient Mouette et Chandon. C'est en quelle année ça? C'est en 1860. Ça fait plus d'un siècle. Oui, ça fait. Oui, tout à fait. Alors, je vais aider les gens qui nous suivent à savoir consommer du champagne. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où il faut consommer tel champagne, tel autre champagne? Est-ce que ça se peut se boire le matin, à midi, le soir, au dîner, un apéro? J'ai envie de vous dire que cela se consomme à tout instant de la journée. Le champagne. Le champagne. Vous pouvez effectivement avoir un brunch avec du Mouette impérial ou du Rosé impérial, par exemple, qui va avoir une expression plus brute. Vous avez également des champagnes Mouette qui sont beaucoup plus dosés, comme le Nectar impérial ou Nectar impérial rosé. Vous avez certains champagnes qui sont millésimés, le Grand Vintage. On est sur l'année 2013 à l'heure actuelle, en blanc comme en rosé. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait accompagner un déjeuner ou un dîner. En fait, Mouette a une gamme d'expressions, si je puis dire, très large, qui a pour objectif justement de permettre de trouver le champagne qui vous convient à n'importe quel moment de la journée. Alors, quand est-ce qu'on boit du brut et quand est-ce qu'on boit du rosé? J'aurais envie de vous dire que cela dépend fondamentalement de vos envies à vous. C'est personnel alors? C'est très personnel. Quelqu'un me disait non, le brut, ça se boit lorsque on est en train de faire une fête normale. Du rosé, c'est quand on est à la table du roi, du président, etc. Le rosé a également une connotation très romantique. Ah, c'est romantique le rosé. Pour certains, j'aime le rosé à peu près tous les jours de la semaine, mais certains vont le réserver pour la Saint-Valentin ou pour des moments un peu plus à deux. Pourquoi les rosés coûtent beaucoup plus cher que les bruts? Parce qu'il est plus compliqué à réaliser. En fait, pour réaliser une bouteille de rosé impérial, vous allez commencer par assembler un certain nombre de vins blancs, réalisés à partir de grappes Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier entre eux, et vous allez avoir une base de vin blanc tranquille à laquelle vous allez ajouter en fait du vin rouge réalisé à partir de Pinot Noir ou de Pinot Meunier qui auront été, je dirais,
élaborés selon la traditionnelle méthode bordelaise, avec un effet de macération. Et donc, en assemblant le vin blanc et le vin rouge, vous obtenez un vin rosé. En tout cas, c'est comme cela qu'on le réalise chez Moët et Chandon. Oui. Et effectivement, cela demande beaucoup plus, je dirais, d'attention, puisque non seulement nous réalisons une base de vin blanc tranquille, mais en plus, nous réalisons des vins rouges, puis un assemblage de ces deux vins, et ensuite nous déclenchons la prise de mousse en bouteille, ce qui est la traditionnelle méthode champenoise, pour obtenir, in fine, mais vous maîtrisez bien la chose. Alors, là, je vois le vin... Ice Impérial. Ice. Formidable. C'est quoi la différence? Alors, Ice Impérial, c'est en fait notre dernier né. Oui. Pourquoi c'est en blanc? Oui, nous l'avons élaboré il y a environ une dizaine d'années. Oui. Ice Impérial est le premier champagne qui a été élaboré pour être servi sur glace. Et donc, Ice Impérial, vous allez le consommer avec 3 glaçons. C'est très important de rajouter. 3. Pas 5. Non, c'est vraiment très précis. On a créé l'assemblage de Ice Impérial pour qu'il puisse accueillir ces fameux 3 glaçons. C'est donc un champagne que vous allez consommer de manière très détendue, au bord de la plage, au bord d'une piscine. Voilà. C'est-à-dire Ice, on peut consommer au bord de la piscine, à la plage. Voilà. Mais pas en boîte de nuit. Si, en boîte de nuit. Aussi. Alors, on oriente nos aficionados plutôt en direction d'une consommation plage, à l'air libre. À l'air libre, voilà, parce que pique-nique, la personnalité d'Ice s'y prête tout à fait. Oui. On a déjà retrouvé quelques bouteilles de Ice Impérial en boîte de nuit, mais c'est plus compliqué avec les glaçons, voilà. Dites-moi, le marché congolais, il est quand même 150 millions d'habitants. Oui. Superbe marché entre nous. Oui, 150 millions d'habitants. Votre stratégie, c'est quoi? Vous voulez pénétrer ce marché avec une certaine agressivité? Vous voulez caresser les Congolais dans l'essence du poil? On essaye de faire les choses de manière soft, on n'est pas des violents. Le marché congolais est en fait approché par Moët et Chandon depuis, je crois, 1901. 1901 Oui. Donc c'est une histoire d'amour qui remonte loin dans le temps. Depuis la période coloniale. Exactement, avec l'agence Netter, qui donc a commencé effectivement d'importer le champagne Moët et Chandon dans votre très beau pays. Depuis lors, Moët et Chandon s'est développé et aujourd'hui, il y a un véritable engouement autour de notre marque, à tel point d'ailleurs que pour l'instant, nous avons quelques difficultés pour servir tous les amateurs. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Le secret de cet engouement? Oui, c'est... Eh bien, je pense qu'on a une stratégie qui est d'abord le goût de Moët convient clairement aux Congolais. Il y a une affinité. Est-ce que c'est parce que son style correspond bien, je dirais, au goût? C'est un peu snob quand même. Oui, c'est un peu snob. Parce que vous savez, dans des fêtes, ou surtout dans les fêtes de certaines personnalités, ceux qui me suivent, ils comprendront, les gens aiment toujours frimer avec des seaux entiers. De Moët et Chandon, avec des serveurs, avec les nappes et tout, etc. Et c'est un plaisir de filmer même des bouteilles où il n'y a plus de vin, il n'y a plus de champagne. C'est un peu snob, montrer que je bois du Moët. Oui, mais je pense que ce snobisme n'est pas propre à votre très beau pays. Mais on le retrouve à peu près partout dans le monde. Il est lié au fait que cela coûte un peu d'argent pour s'offrir une bouteille de Moët. Mais ça, malheureusement, c'est lié au process. C'est mondial. C'est mondial. Le prix du kilo de raisin est élevé. On fait vieillir nos bouteilles pendant en tout cas 3 ans dans nos caves. Les conservateurs. Tout ça, voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment cette affinité créée au cours des années. Et le fait que l'on ait également un nombre important d'expressions. Moët impérial, rosé impérial, nectar
rosé, Ice Imperial, les grands vintage, fait que finalement nos amis qui se trouvent au Congo trouvent chaussures à leurs pieds au travers de toutes ces différentes expressions, toutes ces différentes qualités. Et vous n'avez pas peur de la concurrence? Non. Trop sûr de vous, hein? Non. Pourquoi? Parce que nous écoutons beaucoup. Les consommateurs. Oui, nous écoutons nos amis, nous faisons attention à ce qu'ils nous disent. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis aussi là. Oui. C'est pour les rencontrer, pour comprendre quelles sont leurs attentes, dans quelle direction nous souhaitons aller. Il y a par exemple une attente évidente autour de tout ce qui est développement durable. Faire attention à notre planète. Est-ce que vous y faites attention, vous? Parce beaucoup. En exploitant les vignerons, tout ça, même les bouteilles, comment vous les recyclez Écoutez, depuis les lièges qui vous permettent de... Oui. C'est le bois, ça. Enfin. On fait attention à plusieurs niveaux. Nous avons même quelqu'un qui, depuis environ 20 ans, se trouve au comité de direction de Moët & Chandon et dont la mission principale est de faire attention à ce développement durable. Aujourd'hui, nous avons lancé un programme formidable orienté sur la protection de nos sols. Les sols sont évidemment à protéger. Oui. Nous avons récemment décidé de réenherber nos vignobles pour que l'évaporation de l'eau soit ralentie. Vous laissez un peu en jachère récupérer ou vous l'exploitez constamment? Alors non, les vignobles sont bien plantés, mais au lieu de ne pas avoir un brin d'herbe, en fait, on laisse l'herbe grandir, ce qui suppose de travailler la vigne un peu différemment, mais on pense que cela favorise je dirais, cette protection des sols. Nous avons également arrêté d'utiliser le moindre insecticide depuis le 1er janvier 2020. Oui. Nous avons installé des capsules phéromones pour limiter au maximum la prolifération des maladies dans nos vignes, et cela fonctionne. Et on encourage les vignerons qui nous livrent leurs raisins à travailler d'eux-mêmes. S'ils respectent la charte que nous leur proposons, eh bien, nous leur donnons une prime à l'achat de leurs raisins. Donc, il y a tout un programme c'est très bien. Autour de ça. Vous savez, quand je regarde comme ça, ça fait rêver, c'est chic. Vos designers travaillent sur l'image, la symbolique. Oui, tout à fait. C'est codé, tout ça? Non, ce n'est pas codé. C'est Nectar Impérial. Le nom de Nectar est donné à cette qualité parce qu'effectivement, elle a des arômes, je dirais, de nectar. Et l'étoile, là, ça représente quoi, l'étoile? L'étoile, c'est une comète qui a traversé le ciel en Champagne il y a déjà de très nombreuses années. Et cette fameuse étoile, en fait, a symbolisé à l'époque, en fait, une espèce de renaissance de la Champagne, puisque la vendange qui a suivi le passage de cette comète dans le ciel champenois a été absolument fantastique après plusieurs années très compliquées en Champagne. La Champagne a toujours vécu des hauts et des bas. À l'heure actuelle, on est plutôt sur un haut, mais voilà. Est-ce que vous savez que Charlemagne a été intronisé en Champagne? Oui, tout à fait, à Reims, et d'ailleurs après lui... À Reims, et après lui, tous les rois de France ont effectivement été intronisés à la cathédrale de Reims. Que je connais, magnifique cathédrale, extraordinaire. Oui. Allez, on va rêver un tout petit peu avec un deuxième film sur Moët & Chandon. Ceux qui sont à la maison avalent un peu de salive, mais bon. Écoutez, le must pour la fin, parce qu'aujourd'hui même, ici à Kinshasa, il y aura un grand événement autour du Moët & Chandon. Oui. Allez, on respire. Le millésime, c'est une figure libre. On va vraiment aller chercher les vins qui ont quelque chose de plus stimulant, de plus unique. Donc le champ des possibles avec les millésimes est beaucoup plus large. Chaque grande vintage en fait est originale. On cherche à créer quelque chose de nouveau, à raconter une histoire toujours différente. Il y a une forme de parti pris quelque part plus émotionnel que rationnel. Dans les climats champenois, il y a des années solaires et puis il y a des années plus froides, plus austères. 2012, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est rare, c'est une fois tous les 10 ans qu'on a ce profil-là. Pour moi, 2012,
dans ses arômes et dans sa dynamique de bouche. C'est vraiment la transition entre le printemps et l'été. Oui, 2012, une année exceptionnelle. 2 commentaires sur votre vidéo absolument magnifique. Oui. La barrique que nous voyons au fond de la galerie impériale, Oui. nommée galerie impériale en mémoire de Napoléon Ier, eh bien cette barrique a été offerte par Napoléon C'est pas vrai. lors de son retour. Conservé jusqu'à aujourd'hui. Est conservée dans nos caves. Et donc, si vous venez nous rendre visite à Épernay, Oui. on sera ravis de Mais volontiers, partager à nouveau notre passion. Volontiers. Voilà. Une question. Tout à l'heure, vous allez nous montrer comment on ouvre une bouteille, mais le bruit. Oui, le chuintement. Oui. Oui, le bruissement. Oui. Ça fait rêver cette affaire. Ça fait rêver. Et puis les gens applaudissent. Exactement. C'est provoqué, c'est par rapport au liège, la fermeture, c'est... Alors, la fermeture, tout d'abord, un autre commentaire. Benoît d'Ouest, que l'on vient de voir à l'instant, Oui. chef de cave de Moët-et-Chandon, il a été nommé meilleur chef de cave au monde l'année dernière, 2021. Et il en parle bien. Il en parle, il est Il y a tout extraordinaire. un langage autour du champagne. Oui, 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 il est formidable. Et effectivement, donc nous bouchons nos bouteilles Oui. avec un bouchon de liège pour assurer le côté hermétique de la bouteille. Ça conserve bien. Ça conserve très très bien. Cela permet aussi qu'il y ait un échange avec l'air extérieur. Il y a un échange au travers du liège qui vraiment est favorable, je dirais, à la longue conservation de nos bouteilles. Ça peut rester combien de temps un champagne? Alors, Ça peut conserver combien d'années? en fonction de la qualité que vous allez acheter, Oui. la gamme impériale, Moët impériale, Rosé impérial, vieillit dans nos caves à nous Oui. environ 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Vous pouvez conserver cette bouteille de la gamme impériale chez vous Oui. aussi longtemps que nous l'avons conservée chez nous, c'est-à-dire 3 ans. 3 ans. Donc, 8 ans, je peux garder ma bouteille. C'est plus ou moins. 3 ans. 3 ans. Non, 3 ans. Plus les 3 ans de chez vous, ça fait 6 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, mais quand vous achetez votre bouteille Oui. ici, à Kinshasa, chez un caviste, Oui. vous pouvez la conserver environ 3 ans, 3, 4 ans, mais 3 ans, c'est si elle fait partie de la gamme impériale. Oui. Pour la gamme millésimée, Oui. Grand Vintage, 2012 ou 2013, blanc ou rosé, nous avons conservé notre bouteille 8 ans chez nous, puisque, vous voyez, 2013, toutes les grappes datent de la vendange 2013. Cela fait, on les a en tout cas conservées 8 ans chez nous. C'est même plutôt 9 ou 10 ans. On va dire 8 ans parce qu'il y a des petits décalages. Oui. Vous pouvez conserver Grand Vintage chez vous également 8 ans. Voyez? Donc en fonction de la qualité du champagne que vous avez chez vous, que vous avez acheté, le délai de conservation sera un peu différent. Parce que dans les qualités millésimées, nous allons utiliser des grappes de raisin qui proviennent de villages très très bien classés en Champagne, qui sont donc classés grand cru ou premier cru, et qui font donc partie du premier tiers des terroirs en Champagne. Et ces raisins-là sont amenés à vieillir de manière beaucoup plus facile. Tout comme dans le Bordelais, ou tout comme en Bourgogne, ou dans d'autres appellations, en fonction du terroir que vous allez avoir en Champagne, les raisins vont avoir une qualité différente. Soit très bonne, soit moyenne, ça reste... voilà. Et alors, 2012 que vous avez... Oui. Je vois que ça a une certaine symbolique. Oui. Pourquoi 2012, en fait, c'est une année exceptionnelle. C'est une année qui a été très chaude, ce qui explique les commentaires de Benoît à l'instant. En fait, on s'est retrouvé dans un contexte d'une année particulièrement atypique et avec un style qui est donc très solaire, que l'on retrouve d'ailleurs en bouche avec des arômes qui traduisent en fait cette vendange. C'est d'ailleurs l'objectif recherché par Benoît lorsqu'il va élaborer un millésime. Il va essayer de traduire les propriétés, les qualités de la vendange liées à ce millésime. Donc l'année 2012 se retrouve en fait dans cette bouteille formidable. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs qui sont liées au champagne?
Eh bien, on peut exprimer, je dirais, une dégustation au travers de couleurs. Nous avons d'ailleurs... Par exemple, ce soir, on sera en noir et or. Ah oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut s'habiller en blanc pour boire du champagne? Est-ce qu'on peut s'habiller en rouge et noir comme le Saint-Valentin quand on veut boire du rosé? On a une grande liberté, on a un grand champ d'action. Oui. Le noir et l'or l'or en particulier, Oui. est une couleur qui est vraiment attachée à Moët et Chandon. Le noir est toujours très élégant. Donc, Vous savez, à Télé 50, on a une particularité, c'est qu'on aime faire la fête. Superbe. Sérieusement. Très bien. Sans excès. Alors, il y a des hôtesses qui sont avec nous, ils peuvent nous rejoindre peut-être. Ça prédomine ce qui va se faire ce soir. Ah oui, c'est magnifique. Ici à Kinshasa. Mais elles vont laisser l'exclusivité de l'ouverture de la bouteille au grand ambassadeur Très, très qui bien. est avec nous. Comme ça, chez vous, à la maison, vous allez apprendre. Très, très bien. Très souvent, les gens, quand ils veulent ouvrir une bouteille de champagne, improvisent. Ah oui. Bon, quand est-ce qu'on secoue Oui, oui. avant que vous ouvrez? On secoue quand? Alors on se secoue si Quand on veut embêter les gens? On se secoue si on ne veut pas en boire beaucoup parce que l'objectif... Venez, mesdames, venez. Oui. Oui. Oh là là, mais vous êtes majestueuse. On a beaucoup de chance. Eh bien, dis donc, merci beaucoup. Vous Voilà. voulez le poser là? Je vous remercie beaucoup. Merci 1000 fois. Et vous voulez peut-être poser? Ah pardon, j'ai déplacé le... Voilà. C'est superbe. Donc, mettez-vous un tout petit peu ici. Cadrez un peu la dame, là. Ça sera comme ça ce soir. Oui. Eh ben, Oui, vous avez vu, c'est que vous allez rater ceux qui sont à Lubumbashi, à Goma. Voilà. Ainsi Magnifique. se tienne une bouteille. Merci, Alors, madame. Merci. Voilà. alors, vous pouvez rester là. Hein. Pour ouvrir une bouteille, alors tout d'abord, Oui. la température idéale pour déguster une bouteille de Moët impériale Oui. est probablement 8 degrés dans le verre. Ce qui signifie Oui. qu'on peut viser probablement 6 degrés au réfrigérateur. Et là, l'autre solution, c'est bien évidemment de mettre la bouteille dans un seau à glace, rajouter de l'eau dans le seau à glace pour avoir ce mélange de glace et d'eau et atteindre exactement la même température qui est donc de 6 degrés, ce que nous avons aujourd'hui, ce qui est formidable. OK. Ensuite, une fois que nous avons atteint la fameuse température, Oui. Moët Impérial vous propose ici une petite languette Oui. qui va permettre en fait d'enlever de manière Ah, il y a très une très languette très... Ah, il y a une autour. languette, regardez, c'est Oui. formidable, formidable. Oui. Vous avez une languette qui permet donc d'enlever très facilement la coiffe. Donc, il ne faut pas Voilà. gratter tout le reste. On n'a pas besoin. Oui. On n'a pas besoin. Une fois qu'on a enlevé cette fameuse languette, Oui. vous avez ici cette petite, Une espèce de fermoir. voilà, une fleur Oui. que nous allons dévisser. Oui. On pratique donc environ 6 tours pour enlever le fameux muselet. Donc je dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le fameux muselet. Et à ce moment-là, on tient la bouteille par le fond de la bouteille Oui. et on tourne en fait. Oui. Alors attends, il suffit que je dise ça. Oui, oui. Voilà. Oui. Et on tourne et on tient bien le bouchon Ah, mais c'est En- sorti. en mettant le pouce au-dessus du bouchon. Mais c'est magnifique. Et c'est sorti, vous avez entendu ce soupir merveilleux hein Ah, vous appelez ça soupir. Ah oui, oui, c'est... La bouteille mais a respiré. Voilà, alors là, je l'ai fait parce que Oui. nous On est sur faisons... le plateau. Nous utilisons, voilà, nous sommes sur le On est des gens le plateau. civilisés, on veut pas embêter on fait les très gens. attention, là, on est dans une ambiance absolument... Oui. le bruit est également très sympathique. Oui. Et lorsque vous débouchez à la maison Oui. une bouteille de champagne et que vous faites le pop, Oui. hein, qui est également très sympathique, OK. eh bien, vous allez voir que immédiatement l'ambiance change. Les gens Échange d'humeur. changent d'humeur, Oui. ils s'arrêtent de ronchonner. Voilà. hein, et puis ils deviennent gentils. voilà, et la fête commence. Voilà. Voilà, Et ceux qui étaient venus un peu malheureux, ils disent voilà, on a du champagne. voilà. Hein. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je prends ma coupe. mais Alors, une fois qu'on a fait ça, eh Oui. bien, je vais vous. comment on tient la coupe? Alors, Enfin, vous la tenez très très bien. Ah, Alors j'ai fait- effectivement, Oui. vous la tenez. On ne tient pas comme ça. Non, surtout pas pour éviter de réchauffer le verre. Le champagne se consomme frais. Et D'accord. donc vous la tenez remarquablement bien. C'est Oui. d'ailleurs pour ça qu'une coupe Oui. a un pied. Oui. C'est pour permettre justement d'éviter de réchauffer trop vite très le bien. champagne. Et pourquoi vous n'avez pas servi plein? Eh bien,
Je pourrais vous en donner certainement un peu Non, plus. non, c'est juste pour savoir. Non, c'est juste pour savoir parce que très souvent, vous savez, quand les gens, on leur sert des coupes, des champagnes, ils ont à un moment donné, on sert un peu, et bon, on attend que les gens consomment. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. En fait, c'est pour permettre au champagne de s'oxygéner, de s'aérer dans le verre. Okay. C'est vraiment élaboré de cette manière-là. Oui. Et vous voyez, si nous partageons ensemble, voilà, sentez l'arôme absolument formidable qui se dégage. Hein, vous voyez, vraiment, des arômes de fleurs blanches. Cadre-moi. Oui. Alors c'est très difficile de traduire cela. Vous savez, c'est que je ressens. Voilà. Ça nous change un peu de la guerre à l'Est. Oui. Mais je pense fortement à mes compatriotes, mais un peu de champagne. Oui, non, mais bien entendu, j'y pensais aussi également. Oui. Alors, là, on est sur cette dégustation avec des arômes d'agrumes, des arômes de... Il y a une question que je vous pose. On dit quand vous servez, vous pouvez mettre la bouteille dans l'autre. C'est qu'on sert, on le met là-bas. Je vais là. Voilà. Vous restez là. Hein. Alors, il semblerait qu'il faut se regarder quand on boit du champagne. Oui. Ça, quand on trinque. Quand on trinque, ça c'est pour être sûr que, effectivement, d'abord, il y a une sincérité, on est bien ensemble. Oui. Voilà. Et puis, installez-vous. Merci beaucoup. Oui. Ça, ce sont plutôt, je dirais, des règles d'usage qui sont liées au fait aussi, lorsque deux amoureux trinquent ensemble, ils se regardent évidemment. La complicité. Voilà. Et puis ensuite, sinon, la légende indique que la relation pourrait ne pas être forcément formidable si on ne se regardait pas les yeux dans les yeux. C'est ça le mythe autour du champagne. Voilà. Et là, vous voyez des bulles très fines, aucune agressivité en bouche, liées au vieillissement réalisé par Benoît, qui est donc notre chef de cave et qui va décider quand nous allons mettre les bouteilles sur le marché. Pourquoi vous avez fait des coupes plutôt arrondies que fines? Parce qu'on s'est rendu compte, pendant très longtemps, nous avions la fameuse flûte. Et on s'est rendu compte que nous n'avions pas suffisamment d'espace pour que le champagne s'oxygène et s'ouvre. Là, comme vous avez pu le constater, les arômes sont vraiment très puissantes et en même temps très agréables. Hein. Écoutez, nous sommes suivis en direct. Oui. Il y a deux questions. Marcel, qui est à l'université de Kinshasa. Très bien. Qui dit demander à l'ambassadeur est-ce qu'il n'y a pas de promotion pour nous, les étudiants de la RDC, vers le rond-point Ngaba, là-bas, vers le campus de Kinshasa. Alors, vous n'y pensez pas aux étudiants congolais? Alors, on y pense, mais justement, avec une certaine responsabilité. Notre groupe a décidé déjà de nombreuses années d'encourager, je dirais, la découverte de nos champagnes. Mais avec une certaine responsabilité. Et notamment, c'est de l'alcool quand même. C'est de l'alcool. Et donc, on fait très attention à nos jeunes générations. Il faut le préserver de l'alcool. Que l'on préfère éduquer. Donc, on va aller ponctuellement présenter Moët et Chandon, partager avec nos étudiants l'histoire que l'on vient de partager ensemble aujourd'hui au travers de présentations, de films, voilà. On va partager cela aussi avec des dégustations que l'on peut organiser avec eux. Nous le faisons régulièrement un peu partout dans le monde, mais on va le faire en servant des quantités raisonnables. Alors il y a une autre question qui vient de Goma et de Mwanda. Est-ce que vous prévoyez un déploiement en province? Bien entendu. Vous savez, nous avons 26 provinces ici. Oui. Alors, évidemment, Kinshasa est une ville la capitale. Très importante. 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants, encore plus grande que Paris. Formidable. Absolument. Voilà. Cela dit, nous ne sommes pas uniquement à Kinshasa et donc nous avons effectivement un réseau de distribution sur l'ensemble. Les magasins, les supermarchés. Et alors, effectivement, cavistes, en termes, tout à fait, vous avez 1000 fois raison, en termes de stratégie de distribution, on va aller choisir des restaurants qui correspondent, je dirais, à ce que l'on souhaite mettre en place, des cavistes professionnels, et on va, compte tenu du fait que l'on soit un peu
je dirais, sous allocation. J'aime bien votre façon de tenir la coupe. Oui, hein? Ça c'est mon côté un peu feignant. On sent les connaisseurs. Oui, non, mais comme ça c'est très très bien aussi. Oui, on sent quelqu'un qui maîtrise l'affaire. Merci beaucoup. Mais effectivement, on va mettre en place, en République démocratique du Congo, on va mettre en place cette approche avec des cavistes réputés, retenus, des restaurants, des province par province, des boîtes de nuit, province par province, et voilà, et on avance tranquillement pour qu'il y ait une distribution, je dirais, la plus homogène possible. Vous savez, c'est très agréable de passer du temps avec vous. À la découverte du mouette, etc. Je vais vous permettre d'aller vous préparer pour ce soir. Merci. Moi, j'ai dit à ceux qui nous suivent qu'il faut passer des bons moments, rentrer des bons moments avec le champagne, le meilleur. Ça reste un produit de luxe. Oui, c'est ça. C'est ça. Un produit qui est réservé à des grands moments, des réjouissances. Oui. Nous allons travailler ensemble. Vous savez que bientôt, ça sera les 12 ans de Télé 50. Déjà, la maison est déjà dans la maison. Donc, vous aurez à écouter, à apprendre de ce qui est autour du champagne. Parce que le champagne, c'est toute une histoire. Oui. C'est beaucoup de philosophie, beaucoup de mieux vivre ensemble, etc. On a eu la chance d'avoir l'ambassadeur aujourd'hui international qui est venu sur nos plateaux. On va beaucoup rédiger cette émission. Oui, merci beaucoup. Qui sera mis dans tout le réseau des diffusions à travers le monde. Merci beaucoup. Et on est maintenant convaincu que, Mouette, vous allez rester quand même longtemps encore à RDC, non? Ah ben, j'espère bien. Oui. Mais ça ne dépend que de vous. Ah ben non, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et puis, bonne dégustation pour ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre accueil. Et puis à vous, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Avec le même plaisir.